Irving Bloom, 40 ans, né à Detroit, États-Unis, psychologue, immigré en Israël en 1967, vit actuellement à Haïfa. Mon père est né en Pologne, lorsque c'était tantôt la Pologne et tantôt la Russie. C'est du moins ce qu'il prétendait lorsqu'il en parlait. Il est arrivé en Amérique très jeune et il est devenu américain. Il pensait que c'était son pays, un lieu pour lui, et c'est ce qu'il souhaitait pour moi. Ma mère est née aux États-Unis. Nous avions quelques traditions, une fête de Pâques et une vague idée de Yom Kippour, et c'est pratiquement tout. Et puis ma bar mitzvah. J'ai fait ma bar mitzvah avec 3 personnes dans une drôle de synagogue. J'ai été préparé par un rabbin qui conduisait une vieille A4 et qui est entré dans ma vie 6 mois avant la bar mitzvah. Et on m'a emmené dans une synagogue où j'ai chanté. Et puis il y a eu une réception. Il y avait 80 à 90 personnes que je n'avais jamais vues et que je n'ai jamais revues. Et je suis là tout mon judaïsme et toutes mes traditions. Je suis né à Détroit et j'y ai été élevé, et je n'ai connu que les Juifs que nous fréquentions. Je ne connaissais rien d'autre, mais je savais que j'étais un Américain en Amérique, et cependant je pressentais quelque chose. Hier, 11 mai 1949, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution admettant Israël comme membre de l'ONU. La résolution 273 a été adoptée par 37 voix contre 12 et 9 abstentions. It was just that way. It was just this. Also, there was one other point that more that I instinctively, intuitively felt. And this was a picture that. À partir de là, il y a aussi quelque chose d'autre, quelque chose que je ressens instinctivement ou intuitivement, et c'est une photo qui entre dans ma vie, je ne sais pas quand. Un enfant en Pologne, une photo classique avec un long manteau et une étoile de David jaune, les mains en l'air devant les nazis, et ce même enfant creusant sa tombe. Et j'ai décidé à un moment que j'étais cet enfant et que je vivrais pour cet enfant, et je crois que c'est là que mon judaïsme est venu. Aujourd'hui, Irving Bloom dirige un service pour enfants atteints de lésions encéphaliques à Haïfa. נתת אוכל או לא? בדקת את המקום? מה המקום היום? 22. כן? בדקת 100%? מנהל בנק, מה אתה עושה פה? תעצור מיד. איזה עוד זה? ב'. אוקיי. Fine. Voici l'histoire de Michal. Michal a été ici quelques années. Elle peut maintenant aller normalement à l'école. Il n'y avait que peu d'espoir. Nous n'arrivions pas à comprendre ce qui n'allait pas jusqu'au moment où nous avons fait un examen psycholinguistique. Cela consistait entre autres à lui donner des ordres, et je vais le faire devant vous. Et c'était formidable parce qu'elle n'entendait pas. Elle avait 40% de surdité, ce qui était réparable. Et elle est maintenant en traitement, et elle s'en tire très bien. Je lui ai dit, Michal, Yitzhak et Dafka aiment la glace au chocolat. Et je lui ai demandé, Michal, qu'as-tu entendu? Je suis allé dans les marines où il y avait 45 000 recrues, rassemblés dans un camp pour la tironoute. J'étais le seul juif et je m'en suis aperçu le jour où ils ont séparé tout le monde, les protestants d'un côté et les catholiques de l'autre, et je suis resté là, debout, le seul juif. J'étais brusquement dans un monde nouveau, et tous les autres m'entouraient et voulaient savoir ce qu'est un juif. Ils n'en avaient jamais vu. Ils venaient de partout, certains avaient le crâne rasé, et ils me tâtaient la tête pour toucher mes cornes. Je n'en savais rien naturellement, et si on a des cornes, on a aussi une queue. Avant la guerre des 6 jours, au mois de mai, ce qui m'a frappé, c'est que nous allions perdre l'État d'Israël. Et brusquement, j'ai senti qu'en tant que juif, qu'en tant qu'être humain, je ne pouvais plus supporter cela.
I believe that Judaica J'ai is compris people. que le judaïsme, c'est une nationalité, que mon idée de l'histoire, le patrimoine, c'est nous tous. Nous tous ensemble. Une famille, c'est des gens ensemble. Vous aimez ou vous détestez votre famille, mais c'est votre famille. C'est mon peuple, c'est mon histoire. Je participe à cette culture, je participe à cette histoire, maintenant. C'est pourquoi je suis ici. These are the people I was telling you about. This is Nomi and Yossi Formansky. Voici les gens dont je vous parlais. Noémie et Yossi Formansky. Les Formansky, je ne devrais pas dire Noémie, je devrais dire surtout Yossi. Nous nous sommes rencontrés tout récemment au Milouim. Je ne crois pas que quelqu'un venant en Israël, essayant de s'intégrer à Israël, puisse le comprendre tant qu'il n'a pas été dans les réserves. Je ne le crois pas. Et Yossi était là avec moi et tout d'un coup j'ai découvert que j'ai un autre frère, un vrai frère, quelqu'un exactement comme moi. Like me exactly. Yosef Formansky, ingénieur mécanicien immigré en Israël en 1972 d'Estonie, en Union soviétique. Lorsque j'étais enfant, au début, j'ai dit à ma mère, « Maman, tout le monde me dit que je suis juif. » Et elle, « Qu'est-ce que tu es ?» Et j'ai répondu, « Je suis russe. » « Très bien, tu peux être ce que tu veux. Mais souviens-toi que ta mère et ton père sont tous deux juifs. » Alors j'ai dit, « Très bien, moi aussi je suis juif. » Mais ça n'était pas si simple. Lorsque Yossi a eu 4 ans, sa famille a été déportée en Sibérie. Son père y est mort dans un camp de travaux forcés. Yossi en est revenu après 15 ans. Au moment de recevoir une carte d'identité, un homme qui était avec moi dans l'équipe de volley-ball a voulu me rendre service, m'aider à résoudre tous mes problèmes. Il voulait porter sur ma carte d'identité la mention russe. Et il m'a dit, j'inscris la nationalité russe. Je lui ai dit, non, je suis juif. Et il m'a dit, et ton père? Je lui ai dit, juif. Bon. Et ta mère? Juive aussi. Je t'inscris quand même comme russe. Non, inscrivez-moi comme juif. Il voulait m'aider et ne comprenait pas que je refuse. Puis il a dit, bon, je t'inscris comme juif. Tu l'as voulu. Ce film en 8 mm, clandestin, a été tourné par des jeunes célébrant secrètement l'indépendance d'Israël dans une forêt des environs de Moscou. Les autorités soviétiques leur refusent un visa d'émigration en Israël. Je suis arrivé à la conclusion que chaque peuple doit vivre chez lui. Nous avons demandé un visa d'émigration pour Israël et j'ai été licencié. Pendant 3 ans, j'ai conduit des camions. Je suis arrivé en Israël, j'y ai connu ma femme, nous nous sommes mariés, nous avons 2 enfants et c'est ça. Bien que Yossi soit d'une culture complètement différente, nous sommes ensemble sur bien des points. Vous nous avez vus travaillant sur un bateau ensemble, mais c'est plus que cela. Nous sentons les choses de la même manière. Il y a un esprit, quelque chose qui nous est commun. Shoshana et Yaakov Lepman, âgés de plus de 80 ans, ont quitté la Russie il y a 65 ans. Leur fils, Yair, et leur petit-fils, Gadi,
exploitent la ferme familiale à Kfar Yechezkiel. מה שראינו אז, ומה שחיינו בתוך העם שהיינו יושבים שם, וראינו אותם בתור אדוני הארץ. Lorsque nous vivions parmi les gentils, nous les considérions comme les maîtres de la terre, exerçant la profession de leur choix, alors que les Juifs vivaient surtout dans les petites villes et villages et leur étaient inférieurs. Nous étions considérés comme inférieurs, incapables d'être autre chose que commerçants et colporteurs. Et cela a eu une influence sur nous. Les pogroms qui ont éclaté en Russie en 1905 ont poussé beaucoup de jeunes juifs à immigrer à Sion. שאם אנחנו עמדתי ברחוב הזה בתור ילדה צעירה וראיתי שאיך שהרגו אחות אימא שלי עם שני ילדים J'étais dans la rue et j'ai vu de mes yeux comment ils ont tué la sœur de ma mère et deux petits-enfants et comment ils sont entrés dans les maisons, y jetant des bouteilles, brisant les fenêtres. Et maintenant que je suis en Israël, depuis si longtemps, je me demande où était le peuple juif. Pourquoi n'ont-ils pas pensé au sionisme alors? Leur fils Yair, 52 ans, deuxième génération à Kfar Yechezkiel. Je suis né ici. C'est ici que j'ai grandi et suivi la voie de mon père pour monter la garde comme il a monté la garde pour protéger sa terre et ses enfants. Plus tard, à l'époque de la Haganah, nous avons encore monté la garde pour protéger ce village. Au début de la guerre de libération, les Arabes ont essayé de nous empêcher de travailler sur le Gilboa. C'est là que j'ai été blessé. Et malgré tout, lorsque j'ai été guéri, je suis retourné à l'armée. J'ai fait les trois guerres, y compris celle de Kippour, où je me suis battu aux côtés de mon fils parce que nous savions que nous n'avions pas le choix. C'est ici que nous avons grandi. Nous n'avons nulle part où aller pour y vivre ou mourir. Et si nous vivons, nous voulons le faire pour quelque chose que nous avons créé, qui nous appartienne. אם אתה רוצה לדעת מה זה ציונות, אז תסתכל על הפינה הזאת, הביטון הזה שממולנו. שמה... Si vous voulez savoir ce qu'est le sionisme, regardez ce coin, ce béton en face de nous. C'est là que nous nous sommes installés il y a 54 ans. Nous n'avions pas d'enfants alors. Il n'y avait rien dans cette petite hutte. Nous avons construit nos vies, nous n'avons jamais osé rêver que nous verrions la suite, qu'il y aurait de belles maisons. Parfois, je pense que c'est trop, mais nous sommes heureux d'avoir vécu assez longtemps pour voir tout ce qui se construit dans le pays, la suite de notre village. C'était là notre rêve, voir nos enfants et petits-enfants et cette famille sortie de cette hutte s'agrandir et se développer et peut-être nos arrière-petits-enfants poursuivre la tâche. Et c'est là notre satisfaction, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Pour moi, le sionisme ne signifie pas grand-chose. C'est peut-être bon pour les États-Unis, pour les gens vivant à l'étranger, mais s'il me fallait définir le sionisme, je suis sioniste, je vis ici,
Je continue, c'est ça le sionisme. אני כמובן עובד בכסף, אבל יש לי סיפוק גבוה מאוד שזה בית השם, ואנשי בית הכנסת הם ידידיי, ואני עוזר להם במידת מה, במידת יכולתי. עשיתי את כל השי שזה לפני זמן קצר. Bien sûr, je travaille pour de l'argent, mais j'éprouve tant de satisfaction que ce soit la maison de l'Éternel. J'ai taillé tout ce marbre il n'y a pas longtemps, toutes ces mosaïques qui ne prennent pas spécialement de place, tous ces chapiteaux et l'entrée. Il y a quelques années, j'ai préparé l'arche d'alliance. C'est du marbre italien, c'est accroché ici. C'est l'arche sainte. Tout est couvert de belles mosaïques, tous les dômes au sommet, tout de la mosaïque autour. On en veut encore, ils veulent tout couvrir de mosaïques et de marbre. Il fallait unir ces colonnes à celles qui existaient. Tout est suspendu en l'air. Vous pouvez passer la main dans les intervalles et vous verrez que la terre est vivante et respire. Hassan Alevi, né au Yémen, 52 ans, profession, ouvrier dans le bâtiment. Hassan Alevi est aussi poète. Ses poèmes sont pleins d'émotions religieuses et de nostalgie de Sion. Il s'inscrit dans la longue tradition des poètes hébraïques en exil au Yémen. Quand j'avais 5 ou 6 ans, je regardais les montagnes du Yémen. Elles sont hautes et belles. Elles m'enchantaient, mais je les rejetais parce qu'elles n'étaient pas miennes. Mes montagnes étaient en Eretz Israël. C'est comme cela que je suis sioniste. La connaissance et la nostalgie, venir à Sion, lorsqu'un enfant de 5 ans au Yémen commence à comprendre que ces belles montagnes ne lui appartiennent pas, que les montagnes de Sion sont les siennes, il est normal qu'il soit l'un de ces enfants qui s'en iront par le désert vers Sion. Je m'en souviens très bien. Je revois les images devant mes yeux. J'en ai fait plus tard un poème. C'est le récit de notre voyage. Dans tous mes livres, vous trouverez toujours ces images. En voici une. Le soleil est haut dans le ciel. Alentour, c'est le désert. J'y vois Dieu et moi-même. Je suis ses pas et je me souviens. Jamais je n'oublierai comment je me suis dressé sur l'âne pour regarder par-dessus l'épaule de quelqu'un devant moi l'arche d'alliance, la nuée et la colonne de feu à l'avant. La ferveur religieuse et nationale ont été communes à bien des générations de juifs yéménites. Leur retour à Sion a commencé en 1882. Peu de temps après l'indépendance d'Israël, l'opération « Sur les ailes de l'aigle » ramenait au pays le reste de la communauté. Pour moi, cette jeune enfant, ma fille qui est étudiante à l'université, cette jeune fille dans le poulailler, elles sont toutes en Israël. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Et sa réponse, mais c'est la volonté de Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est la réalité. C'est cela la réalité et c'est cela le sionisme. Mon père est un poète qui rêve. Bien qu'il soit dans le pays, il continue de rêver. Moi, je suis au-delà. Je suis dans la réalité qui était son rêve. C'est ma réalité, qui ne peut être autre. Qu'est-ce que le sionisme? Pour moi, voir mes petits-enfants jouer lorsque je leur rends visite ou qu'ils viennent chez moi. C'est la réalisation du sionisme. Vous trouvez cela dans mes poèmes. Ces enfants sont un chant de vie, d'un peuple vivant, réveillé de son sommeil et secouant sa crinière comme un lion.
C'est du sionisme ou non? Watson Alevi a été l'un des premiers à immigrer. Pendant des générations, les communautés juives des pays arabes ont subi la haine, la peur et les persécutions à la merci des foules et des autorités. Les musulmans fanatiques s'inspiraient des méthodes nazies et de leur enseignement. Les nazis avaient leur solution finale du problème juif. Cette solution convenait au Haut Commissariat arabe et à son chef, le Mufti Haj Amin al-Husseini. C'est pourquoi l'immense majorité des juifs des pays arabes sont devenus des réfugiés. Ils ont fui dépourvus de tout. Près de la moitié de la population d'Israël est composée de juifs réfugiés des pays arabes et de leurs enfants, près d'1,5 million d'âmes. Eli Canaan, maire de Beth Shean, et l'inspecteur municipal Maxime Peretz sont venus dans cette ville de développement, Duméla, le ghetto juif du Maroc. אז קודם כל היו צריכים, הערבים היו עוברים ברחוב וצועקים ליהודים שמוכרחים להגיד יחי המלך, יחי המלך. Lorsque les manifestations commençaient, les Arabes descendaient dans les rues et criaient. Et les Juifs devaient crier « Vive le roi !» Il y a eu une grande manifestation. Je me souviens, j'habitais un quartier mixte de Juifs et d'Arabes. Les Arabes traversaient les rues du quartier juif, ils voulaient venir dans les maisons juives et les Juifs devaient cacher leurs filles. Ce fut une nuit terrible. Nos relations n'étaient plus ce qu'elles avaient été. La situation était très difficile. Et soudain, tout le monde se mit à parler d'Aliyah. Lorsque je parcourais le Mellah, mes contacts quotidiens avec lui me donnaient le sentiment que c'était une partie d'Eretz Israël. Lorsque je suis arrivé à Beth Shean, j'ai brusquement retrouvé quelque chose que j'avais laissé à Marrakech. Les vêtements des gens, la langue, l'atmosphère, la mentalité si typique. Mais la vérité, c'est qu'au cours de ces 15 années à Beth Shean, nous avons beaucoup avancé. Il y a quelque chose de tout à fait différent qui se développe et qui progresse. Je me souviens de nos derniers jours avant Haïfa. Nous nous préparions et nous pensions au moment où nous arriverions et nous verrions Eretz Israël. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons chanté, dansé, pleuré. Et lorsque j'ai vu Haïfa, tout à coup, j'ai vu une belle ville. La journée était magnifique et j'étais comme déçu parce que d'autres étaient là avant moi. Ils avaient construit Israël et je n'aurais pas la chance de réaliser mon rêve, construire Israël. Ici, à Beth Shean, nous ne construisons pas seulement une ville. C'est quelque chose de plus important que nous construisons. Une société, un groupe qui va créer une société égalitaire. Ces gens assis et chantant ensemble au kibbutz Givat Chaim ont quelque chose en commun. Des souvenirs de Tchécoslovaquie, des camps de concentration, d'extermination. Ils sont tous des survivants de l'Holocauste.
Miriam Chervenka, un matin comme les autres, en route pour son travail au réfectoire du kibbutz. Ce qu'est le sionisme, il n'y a pas de mots pour le décrire. Le sionisme, c'est chaque jour de ma vie ici. J'ai 4 enfants et j'espère que j'aurai 15 petits-enfants dans le pays pour le construire, le défendre. C'est notre vie quotidienne et bien remplie. C'est ma vie, c'est le sionisme. Lorsque je suis arrivée au ghetto, j'avais 16 ans. 2 ans plus tard, j'aimais le sport et je suis allée à un match de football. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari pour la première fois. Mila Chervenka, le mari de Myriam, il conduit un tracteur. J'avais 19 ans alors, et je jouais bien au football. Et nous étions dans un camp de concentration. C'était dur pour un jeune rêvant de sport ou d'études. Pour moi, c'était surtout le sport, le football et les autres jeux. C'était dur. C'était vraiment un choc. Nous avons récupéré. Nous étions persuadés que tout était fini pour nous. Peut-être pas notre vie, mais le reste, le sport ou d'autres activités. Nous n'avons jamais imaginé que nous en reviendrions, qu'un jour, dans l'avenir, nous aurions la force de continuer. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants, 3 sportifs, une nageuse. אם אני רואה את הבן שלי לשחק כדורגל ובת שלי בבריכה. Lorsque je vois mon fils jouer au football ou ma fille dans la piscine, je vois la réalisation d'un rêve. Toutes mes années d'Auschwitz, elles sont effacées lorsque je les vois aujourd'hui. Ruth Elias est mariée au ghetto de Theresienstadt. Au moment de sa déportation à Auschwitz, elle était enceinte de 8 mois. The next day, another selection. Dr. Mengele on one side, showing with his hand, right, left. Le lendemain, une nouvelle sélection. Le docteur Mengele indiquant de sa main la droite ou la gauche, la vie ou la mort. J'ai commencé à pleurer, je ne savais pas quoi faire. J'étais enceinte de 8 mois et nue. Il verrait que j'étais enceinte. Des amis à moi, de très jolies filles, m'ont dit « Ruth, nous allons nous mettre devant toi et derrière toi, et tu seras entre nous. Le docteur Mengele nous regardera, nous, et il ne te remarquera pas. » Et nous avons fait comme ça. And on we went, one after the other. And it was like this. Dr. Mengele showed me right. Cela marchait. Le docteur Mengele m'a dirigé à droite et je gagnais 7 jours de vie. Nous sommes arrivés à Hambourg pour travailler. Moi, avec mon ventre, dans une usine travaillant à la reconstruire, des briques, des travaux pénibles, à la pelle. Ça m'était égal, absolument égal. Je ne voulais qu'une chose, vivre. Un jour, un docteur, un SS, est venu au bloc et a demandé « Y a-t-il des malades ?» Et notre chef de bloc a dit « Pas de malades, seulement 2 femmes enceintes. » Jusqu'alors, je ne savais pas qu'il y en avait une autre qui était enceinte. Il nous a emmenés et nous avons été séparés de nos amis. Nous ne savons pas où. Un SS nous a conduites de Berlin à Ravensbrück.
À Ravensbrück, ils ont dit « Ces 2 femmes enceintes n'ont pas des numéros de Ravensbrück. Elles sont d'Auschwitz. Qu'elles retournent à Auschwitz. » Et je savais qu'au moment où je reviendrais à Auschwitz, ce serait directement pour la chambre à gaz. Mais je n'avais pas le choix. One SS accompanied us over Berlin to Ravensbrück. In Ravensbrück they told, oh, these 2 pregnant women hasn't got the number of Ravensbrück. They are from Auschwitz. Let them go again to Auschwitz. And I have known the moment I'm coming back to Auschwitz, I'm going straight into the gas chambers. I had no other choice. We came to Auschwitz. It was dinner time. Nobody was there, and our SS had no papers. Nous sommes arrivés à Auschwitz. C'était l'heure du dîner. Il n'y avait personne, et notre SS n'avait pas de papier. Il y avait quelqu'un assis et il m'a demandé « Votre nom ?» J'avais vu que le SS n'avait pas de papier. Alors je lui ai donné un nom tchèque, Maria Novotna. Il m'a demandé « Juive ?» Non. Père juif ? Non. Mère juive ? Non. Mon ami m'a entendu et a fait la même chose. Et nous sommes revenus au camp des femmes à Auschwitz. Nous y avons fait sensation. Nous étions les premiers êtres humains revenus vivants d'un transport, parce que tout le monde à Auschwitz pensait que les transports quittant Auschwitz allaient tous vers les chambres à gaz. Et nous, non. Nous avons été en Allemagne. Nous étions de retour. Quelle sensation. Le docteur Mengele en a eu écho, et le lendemain, il est venu et il m'a dit « Vous êtes passé à la sélection et je n'ai pas vu que vous étiez enceinte ?» Je lui ai dit « Oui, vous étiez là, et le docteur Schuster de l'autre côté, avec un sourire sarcastique, il m'a dit « Allez accoucher, ayez votre enfant, et nous verrons. » I told him yes, you were standing here, Dr. Schuster on the other side. With his sarcastic smile, he told me, go, lay down, get your baby, and then you will see. The day came. I got my pains, and there was a wife, a midwife, who helped me. Le jour est arrivé, j'ai eu mes douleurs, et il y avait une sage-femme qui m'a aidée à donner naissance à l'enfant. Et de nouveau, j'étais couchée, non dans le four, mais sur le four, et je brûlais. C'était un beau bébé, une fille très forte. Je n'avais rien pour elle, rien qu'une couverture sale. Je l'ai enveloppée. Le lendemain matin, le docteur Mengele est arrivé. Il a donné l'ordre de m'attacher les seins pour que je ne nourrisse pas mon enfant. Il voulait faire une expérience. Il voulait savoir combien de temps un bébé peut vivre sans nourriture. Le bébé a commencé à pleurer. Il avait faim. J'avais un petit bout de citron. J'ai mis un petit bout de pain que j'avais trempé dans une soupe qui était plus de l'eau que de la soupe dans la bouche de mon enfant, que je ne pouvais pas nourrir. He wanted to make an experiment. He wanted to know how long a baby could live without any food. The baby started to cry. It was hungry. I had a little piece of linen. I put a little piece of bread, which I got inside, dipped it into the soup, which was more water than soup, put it into the mouth of my child. I couldn't feed it. 8 days I suffered. The child was crying. Dr. Mengele came every morning to see it. Pendant 8 jours, j'ai souffert. L'enfant pleurait. Le docteur Mengele venait tous les matins et il était très content. Le 8e jour, il me dit « Demain matin à 8 heures, soyez prête avec l'enfant. Je vous emmène. » Je savais que j'allais à la chambre à gaz. Je voulais vivre. J'ai commencé à pleurer, à crier. J'étais hystérique. J'avais de la fièvre. Le lait me montait jusqu'au cou. Pendant que je criais, un docteur, une femme, est arrivé. Elle m'a demandé pourquoi je criais. Je lui ai tout raconté, et que le lendemain, j'irais avec mon bébé à la chambre à gaz. Elle me dit d'attendre, qu'elle m'aiderait. À 9 heures, on a éteint les lumières. Elle est arrivée avec une injection de morphine, et elle m'a dit « Donnez ça à l'enfant ». Je lui ai dit « Comment puis-je tuer mon enfant ?» Elle m'a dit « Il le faut. Vous êtes jeune, l'enfant n'a pas de chance de survivre. Regardez-là, il faut le faire. Je me suis juré de sauver des vies, et je dois sauver votre vie. Vous êtes jeune ?» Elle a parlé, et j'étais si faible que j'ai fait l'injection à mon bébé. C'était à mourir. Toute la nuit, je l'ai entendu. J'entends encore ses râles, ses derniers râles. She spoke and spoke until I was so weak, and I gave the injection to my child. He was dying. The whole night I heard. Still I'm hearing his sounds, last sounds.
morning Dr. Mengele came, I was prepared. He asked me, where is your child? I told him, this night it died. He wanted to see their body. Le matin, le docteur Mengele est arrivé. J'étais prête. Il m'a demandé où est le bébé. Je lui ai dit, il est mort cette nuit. Il voulait voir le corps. Mais trouver un si petit cadavre dans le tas de corps que l'on ramassait chaque matin, c'était impossible, même pour le docteur Mengele. Et c'est ainsi que j'ai survécu. Il m'a envoyé un transport et c'est ainsi que cette femme docteur m'a sauvé la vie. Je suis revenue en Tchécoslovaquie où j'ai pu sourire à nouveau parce que je voulais vivre. Je voulais fonder une nouvelle famille. Je suis venue en Israël la tête haute. J'ai construit une nouvelle famille. J'y ai mon mari et mes 2 fils qui sont nés en Israël. Et je puis simplement vous dire, je suis heureuse. J'ai dépassé tout ce par quoi je suis passée et j'ai commencé dans mon pays une vie nouvelle de juive israélienne très fière. I am happy. Everything what went through, I made just a stop to it and I started in my country a new life as a very proud Israeli Jew.